très important pour notamment 18 cités minières, puisque je crois que sur les 35 qui sont programmées en réhabilitation, 18 exactement sont dans le Pas-de-Calais. Donc j'ai proposé que nous ayons un échange à ce sujet. On parle d'une visite imminente ou pas, je ne sais pas exactement, je n'ai pas encore de précision du président de la République dans le département. Et donc peut-être sur ce thème, donc je n'ai pas de certitude, encore une fois, hein, je ne peux pas l'annoncer comme étant officiel, mais il serait important quand même que, quel que soit le lieu d'échange, que ce soit dans le Pas-de-Calais ou ailleurs, on puisse avoir une position du département, des élus de ce département, et c'est donc aujourd'hui que vous êtes amené à émettre votre opinion sur le déroulement de ces opérations et éventuellement quelles sont les demandes fortes de la population du Pas-de-Calais, en tout cas de la population de ces cités. J'ai la présence que je vais saluer dans les tribunes du président du PMO, du pôle métropolitain de l'Artois, qui est présent parmi nous, et je voulais naturellement le saluer puisqu'il assiste également à cet échange, à nos travaux. Voilà, je vais donner la parole, si vous voulez, sans plus attendre, à Laurent Duporge. Monsieur Duporge, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président, effectivement, nous y étions engagés lors de la dernière séance plénière. Effectivement, l'objet de ce rapport numéro 5, c'est d'effectuer un point d'étape sur l'avancement de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, dont je rappelle qu'il a été effectivement signé en mars 2017 par le Premier ministre de l'époque, il s'appelait Bernard Cazeneuve, et donc de partager ici au sein de cette Assemblée les enjeux actuels de ce projet territorial partenarial qui couvre 251 communes et 1,2 million d'habitants à l'échelle du département effectivement du Nord et de notre département, celui du Pas-de-Calais. Je voudrais d'abord vous faire un bref rappel des objectifs de cet engagement pour le renouveau du bassin minier, en rappelant d'abord qu'il s'agit d'une accélération de la réhabilitation énergétique des logements du parc social minier en opération groupée au sein d'une même cité. Et je rappelle effectivement que l'objectif est d'aboutir à la réhabilitation thermique de 23 000 logements sur 10 ans, c'est-à-dire le double de ce qui normalement aurait dû être rénové par les bailleurs sur cette période de 10 ans. Et à côté de cette réhabilitation énergétique, d'avoir également des investissements complémentaires, en particulier sur les espaces publics, une concertation territoriale, une montée en puissance de l'ingénierie au bénéfice des habitants de ce bassin de vie sur l'ensemble des politiques publiques et des projets de développement territorial, qu'il s'agisse d'aménagement, d'environnement ou encore de cohésion sociale. Je voudrais rappeler que le Conseil départemental du Pas-de-Calais, dès le départ de cet engagement pour le renouveau minier et de la signature de ce TRBM en 2017, s'est fortement engagé dans la démarche. Je rappelle quelques dates. 29 juin 2017, délibération de l'Assemblée départementale adoptée à l'unanimité, confirmant son adhésion au projet associant l'État et 11 collectivités. 29 avril 2019, nouvelle délibération sur un accord cadre sur une ambition partagée dans le cadre de l'ERBM avec les opérateurs en question, Maisons et Cités, SIA Habitat, mais aussi Pas-de-Calais Habitat, qui, même s'il n'a pas d'habitat de logement minier, est directement aussi concerné par la complémentarité du parc qui est le sien vis-à-vis du parc minier. Et tout ça dans un objectif aussi important, celui qui est dans le rôle du département, favoriser le recrutement des habitants du bassin minier dans le cadre des chantiers de rénovation de ces cités. Alors nous avons, Monsieur le Président, sur votre proposition, beaucoup mobilisé notre ingénierie départementale, énormément mobilisé également les services locaux des MDS et des MADT, et nous avons effectivement dégagé les moyens nécessaires pour effectivement faire être partie prenante vraiment à plein, en totalité aux côtés donc de cette ERBM. Depuis juin 2018, on a sélectionné effectivement, le comité de pilotage de l'ERBM a sélectionné 35 premières cités
à la fois sur le département du Nord et du Pas-de-Calais. Ça concerne 7 453 logements qui sont à réhabiliter au travers de ces 35 citiers. C'est des concours financiers qui émanent de l'État pour 100 millions d'euros, de la région des Hauts-de-France pour 30 millions d'euros et des EPCI pour 70 millions. Et je rappelle effectivement que sur les 35 cités, 18 sont ici dans ce département du Pas-de-Calais. Alors ces projets de rénovation intégrés de cités ERBM, elles ont fait l'objet d'études urbaines, de comités partenariaux réguliers dans lesquels étaient associés notre département, les EPCI, les bailleurs, et ces études urbaines intégrées, lancées en 2018, aboutissent aujourd'hui à des schémas directeurs dont les premiers travaux d'aménagement pour certaines cités ont démarré et continuent d'ailleurs de démarrer. Il y aura de nouveaux chantiers qui vont démarrer en 2022. Et d'ailleurs, en particulier, le département a fortement accompagné 2 projets d'équipement dans les cités ERBM à Arnes ou encore à Bully-les-Mines, chez mon collègue François Lemaire, dans la cité des Alouettes, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Je pense pouvoir dire, Monsieur le Président, mes chers collègues, que le département a été pleinement au rendez-vous de ses missions fondamentales, l'emploi et l'insertion. D'abord, le département du Pas-de-Calais a impulsé, a déployé son offre de services partenariale en faveur de l'insertion professionnelle des habitants du bassin minier. Et premier résultat concret, au 30 octobre 2021, 6 opérations de rénovation de cités ERBM sont en cours, 2 autres sont terminées, ce qui donne un total de 157 823 heures d'insertion réalisées pour 218 personnes qui sont en parcours d'insertion, dont 178 sont des bénéficiaires du RSA et 62 jeunes qui sont âgés de moins de 26 ans. Vous avez pu constater, mes chers collègues, nous avons fait ce que nous savons faire, tout simplement. Nous avons favorisé l'emploi local en priorisant, grâce à la clause d'insertion, les publics les plus fragilisés, effectivement, de ce territoire qui est celui du bassin minier. Les enjeux actuels de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, nous les connaissons un peu. Fin 2020, sans concertation avec les collectivités, il faut signaler que l'État a annoncé mettre en œuvre un acte 2 de l'ERBM. Et d'ailleurs, le président du département s'est adressé le 15 décembre 2020 au Premier ministre et nous n'avons eu d'ailleurs aucune réponse jusqu'à ce jour au courrier écrit et envoyé par le président du département du Pas-de-Calais. Et il est grand temps, Monsieur le Président, effectivement, que l'État relance cette gouvernance de l'ERBM, puisqu'il faut quand même signaler que depuis la dernière réunion du comité de pilotage ERBM, elle s'est tenue le 25 novembre 2019, ça fait loin, que la dernière réunion du secrétariat commun de l'ERBM s'est déroulée en avril 2021, et que M. Deneux, qui était le délégué interministériel chargé de l'ERBM, a donné sa démission, ou plutôt son départ, il a annoncé son départ, c'est un peu la même chose, en mai 2021. Alors, Monsieur le Président, si la performance énergétique des logements miniers, du parc social minier rénové, on peut le dire, connaît déjà aujourd'hui une nette amélioration, j'ai d'ailleurs pu le constater moi-même en allant visiter plusieurs cités. Je suis allé voir celle de Bully-les-Mines, je suis allé aussi voir celle de mon collègue Massiégeage du côté de Libercourt, je suis allé voir également à Lens, une opération tout à fait exemplaire, celle de Méricourt, celle de Liévin à la SIA. Il faut quand même dire qu'il y a un autre enjeu, simplement à l'enjeu de réhabilitation thermique de ces logements, c'est celui aussi de l'amélioration du cadre de vie et de l'attractivité résidentielle, on va dire, de ces cités minières. Et il faut bien dire qu'à ce stade, on annonce pour chaque cité, si l'on voulait évidemment s'engager dans une véritable aussi rénovation résidentielle, d'attractivité résidentielle de ces cités, d'intégration urbaine de ces cités, on estime que c'est entre 10, 15, parfois 20 millions d'euros par cité qui seraient nécessaires, effectivement, d'engager comme travaux. Et aujourd'hui, à ce jour,
il n'y a pas d'engagement fort, nous n'avons pas de visibilité d'engagement fort de l'État en particulier sur l'appui qui pourrait être apporté aux collectivités locales, qui est indispensable si l'on veut effectivement réussir cette intégration urbaine de nos cités. Alors, pour finir, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'enjeu majeur identifié en 2017 de transformation du territoire reste bien évidemment d'actualité. Il faut une mobilisation collective, en responsabilité. C'est essentiel pour réussir effectivement cette transformation profonde de l'habitat minier. Nous n'avons plus de gouvernance de l'État. Il faut donc bien évidemment retrouver les moyens dédiés à cet enjeu. Et puis, s'agissant du département, je peux vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes bien évidemment et toujours pleinement engagés, bien évidemment, sur toutes les clauses d'insertion pour qu'effectivement cette rénovation profite au public fragilisé de nos cités minières, de ce bassin minier, de ce territoire du bassin minier. Voilà, Monsieur le Président, ce que l'on pouvait dire. Je crois qu'il y a peut-être une vidéo qui va suivre derrière cela, si je vous souvenir. Voilà, il y a une vidéo. Et ensuite, je laisserai place au débat. Nous sommes sur la commune de Arnes, une commune sur le territoire de Lanciévin et l'Incarvin, et nous sommes aujourd'hui donc sur l'atelier Bâtissez votre emploi. C'est une rencontre entre nos allocataires du RSA et les jeunes de moins de 26 ans et les employeurs. Donc les employeurs, ce sont les entreprises attributaires des marchés dans le cadre de l'ERBM, donc engagement pour le renouveau du bassin minier, et les entreprises sous-traitantes. Les objectifs sont divers, que les allocataires du RSA puissent mettre en pratique leur savoir-faire, que les employeurs puissent détecter des habiletés des candidats et en fait qu'ils puissent ensuite être recrutés. Donc les ateliers se déroulent sur une demi-journée. Donc on vérifie tout d'abord les savoirs de base, savoir si les 4 opérations sont maîtrisées, parce que c'est important dans le cadre du bâtiment, notamment pour les conversions, les choses comme ça. Il y a un petit test aussi sur le savoir-être, parce que les entreprises maintenant recherchent quand même plus que la compétence, mais un savoir-être, et la formation viendra en interne. Et ensuite, il passe sur les ateliers, donc pratiques, où on retrouve les métiers du second œuvre du bâtiment. Ceci, ça me permettrait déjà de... Parce que là, j'ai appris des bases en étant insertion, mais de plus me perfectionner, étant donné que peinture, je suis assez minutieux, mais il me manque le diplôme. Et étant donné que je n'avais pas d'expérience, je n'ai pas été pris par les entreprises, ou quoi, même pas une semaine d'essai ou quoi, pour montrer mon savoir-faire. Pour eux, je n'avais pas d'expérience. Donc voilà, à chaque fois, il y avait un échec. Donc l'action Bâtissez votre emploi a cet avantage de fonctionner en circuit court. Donc on a un peu gommé la partie CV qui parfois n'est pas forcément très révélatrice d'une compétence ou d'un savoir-faire. Et là, le fait de les voir évoluer sur les ateliers permet de recruter directement sur une habileté, un savoir-faire. Aujourd'hui, pour nous PME, nous sommes en recherche de main-d'œuvre. Et je pense que ça fait partie du devoir civil d'essayer d'aider à retrouver un emploi ou à acquérir un premier emploi. On sait que ce sont des candidats qui sont en recherche de formation. Avant tout, on essaye de trouver des jeunes ou moins jeunes motivés qui ont envie de s'investir avec nous dans nos entreprises et pour la durée. L'opération Bâtissez votre emploi est financée à 100% par le département et c'est la Maison de l'Emploi et le PLI qui sont porteurs de ce projet. Les effets à court terme, c'est effectivement du recrutement et de la signature de contrats à l'issue de l'atelier Bâtissez votre emploi. On peut également les orienter sur de la formation si on voit que l'accès à l'emploi n'est pas possible directement, mais l'objectif est vraiment la mise à l'emploi la plus rapide possible. Bien. Chers collègues, le débat est ouvert. Stéphanie Ghiselin. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, l'ERBM, a presque été présenté en 2017 aux nombreux acteurs du territoire, comme le projet du siècle, de son début du moins. 4 années plus tard, il appartient déjà à l'État de redresser la barre pour que l'ERBM ne devienne pas le fiasco du siècle. Nul ne peut nier ici les besoins rencontrés par les habitants de ce territoire, mais l'utilisation des fonds, plus de 30 ans après l'arrêt de l'activité minière, interroge toujours. Les multiples plans et investissements intervenus sur ces 3 décennies ont surtout mis en lumière
un problème qui traverse les âges sans être résolu. L'absence de gouvernance et d'ingénierie locale qui transforme inévitablement toute tentative de construction d'un plan ambitieux pour le bassin minier en savante opération d'arrosage de sable. Les premières opérations de l'ERBM sont pourtant encourageantes et le département y prend toute sa place, avec un nombre d'heures d'insertion que vous rappelez et qui est à saluer, mais qui mériterait d'être associé au ton de sortie positive de ce dispositif. Néanmoins, les absences risquent bien de ronger ce plan. L'absence d'abord de réunion du comité de pilotage depuis 2 ans, qui montre l'absence de pilotage de l'ERBM, mais surtout l'absence d'un délégué interministériel qui quitte le navire même avant d'avoir réellement pris la barre. Nous vous avions proposé de l'inviter dans cet hémicycle pour réaliser un point d'étape. Nous prenons acte de sa réponse par une démission intervenue au printemps dernier. Dans ces conditions, Monsieur le Président, quel rôle le département entend-il jouer pour aider à la relance de l'ERBM? Il s'agit bien là de solidarité sociale et territoriale, et nous gagnerons à pouvoir organiser les différentes opérations dans ce cadre et apporter notre ingénierie. Je vous remercie de vos réponses. Merci, Madame Guizelin. Madame Breton. Monsieur le Président, chers collègues, donc, comme vous l'avez dit, 2017, 2021, plus de 4 ans écoulés avec des promesses financières sur l'engagement pour le renouveau du bassin minier. 100 millions d'euros sur 10 ans, plus de 10 millions par an. Où en sommes-nous? Tellement loin du compte. Seuls 2 quartiers sont terminés aujourd'hui. Des dizaines de cités minières restent en souffrance, parce que c'est le terme, au cadre de vie fragile, aux logements vieillissants et énergivores, accentuant de ce fait la détresse économique des locataires. Rien ne bouge réellement du côté de l'État. Pour preuve, chaque année, c'est le même cinéma. Les parlementaires de gauche montent au créneau pour obtenir l'inscription au budget de 10 millions promis lors de l'engagement signé par l'État. La région, les départements, les intercos et les porteurs de projets, cela le 7 mars 2017. Les habitants, les communes et les signataires de l'engagement pour le bassin minier sont en attente du gouvernement et des services de l'État. Je dirais même que la colère monte, en particulier chez les maires. Les financements octroyés sont uniquement fléchés en direction des habitations. C'est un problème incommensurable pour les communes et les agglomérations. À titre d'exemple, la CAL estime que la réhabilitation des espaces publics coûterait 480 millions d'euros. Le fossé financier, identifié dès les premières évaluations, a provoqué la mobilisation des élus. À l'initiative de la sénatrice Katia Poursopoli, les présidents d'agglos du bassin minier, les présidents des départements du Nord et du Pas-de-Calais et le président de la région ont interpellé la ministre Wargon par courrier en novembre 2020. Les groupes communistes et socialistes de notre Assemblée ont déposé un vœu au gouvernement en septembre 2021. Par courrier du 3 novembre 2021, la présidente de la mission bassin minier invitait le président de la République à venir constater par lui-même cette injustice. Enfin, le 25 octobre dernier, les élus locaux, départementaux et parlementaires communistes du bassin minier se sont rendus en préfecture de région afin de solliciter une audience. Nous avons eu pour seule réponse l'accueil d'un cordon de policiers nous barrant l'accès. En réponse à tout cela, le silence retentissant de l'État sur ses engagements et de
et de l'absence de fléchage financier sur la rénovation des voiries, des réseaux de distribution, de l'éclairage public, des parcs et points de verdure. Quand le bassin minier pourra-t-il se forger un avenir pour lui-même? C'est comme si bien dit. Si l'État reste muet et insensible aux appels des maires de ces territoires, des élus du département ou de ceux des communautés d'agglomération, mais surtout de ses habitants. Quand va-t-on passer aux actes et comprendre l'ampleur des besoins? Nous devons offrir à tous un cadre de vie moderne, des logements conformes aux exigences environnementales, des aménagements à la hauteur pour permettre à tous de vivre dignement dans son quartier, dans sa ville. Ce renouveau du bassin minier ne doit pas être supporté par les villes et groupements de communes, mais bien par les services de l'État. Le groupe communiste et républicain ne peut accepter ce retard et demande de l'État une pleine et entière implication pour réévaluer les besoins financiers et réaliser son engagement signé il y a déjà 4 ans. Je vous remercie. Merci, Madame Baudron. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Oui, Monsieur Pajot. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport d'information traite des différents chantiers mis en œuvre dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier et notamment de l'accompagnement des projets structurants importants de notre bassin minier. Il est promis une métamorphose du territoire. Des études urbaines ont été lancées et ont abouti à des schémas directeurs bien avancés. Mais encore faut-il s'en donner les moyens. En effet, l'aménagement des espaces publics est loin d'être financé. Déjà en septembre dernier, nous alertions par une motion en séance plénière de l'absence de plan de financement précis. Nous demandions ainsi que l'État précise la contribution réellement déployée dans le cadre de l'ERBM et qu'il réitère ses engagements financiers. Par ailleurs, nous demandons aussi aux bailleurs d'accélérer la rénovation des logements. Monsieur le Président, aujourd'hui encore, les doutes persistent. J'en veux pour preuve la situation dans ma commune de 2 cités minières. Les études pour l'aménagement des espaces publics concluent à un besoin de financement d'environ 17 millions d'euros. Or, nous ne voyons pas d'aide financière concrète de l'État pour l'instant. Les comptes ne sont pas bons, Monsieur le Président. Les collectivités territoriales ne peuvent pas se substituer à l'État pour de tels niveaux de financement. Elles n'en ont pas les moyens. C'est bien de faire des études pour de nouveaux aménagements, mais si les finances ne suivent pas pour la réalisation des travaux, c'est alors un coup d'épée dans l'eau. Nous pouvons ainsi craindre que l'État oublie de traiter les espaces publics en plus de la rénovation des maisons. Il serait fort dommage de ne traiter que le bâti et non le reste, c'est-à-dire le cadre de vie des habitants du bassin minier. Je me souviens encore de la venue de M. Cazeneuve à Wany en 2017, juste avant les élections. Il nous promettait des espaces publics, des espaces verts, des équipements publics culturels et sportifs. Il s'agissait en fait de simples effets d'annonce, puisque nous constatons aujourd'hui qu'ils ne sont pas suivis d'effets et surtout pas d'engagement financier concret. Il n'y a d'ailleurs même plus de gouvernance suite au départ du délégué interministériel. Nous demandons donc solennellement que l'État tienne enfin ses promesses pour le renouveau du bassin minier. Nous voulons du concret. Alors, Monsieur le Président, j'ai une question. Si l'État apporte des financements pour la rénovation des espaces publics de ces cités minières, est-ce que le département mettra aussi de l'argent sur la table pour accompagner les communes dans cette rénovation des cités minières au-delà de l'insertion? Je vous remercie. Merci, M. Pajot. Je vais vous répondre d'ores et déjà, puisque vous savez que nous avons un fonds d'innovation territoriale dédié à l'ex-bassin minier. Nous avons fléché, effectivement, cet argent sur ces cités, ces 18 cités. Mais attention, je le dis, nous n'allons pas sur des travaux, par exemple, d'assainissement, travaux de voirie. Nous allons sur des projets qui, sur la cité, rejoignent un peu les compétences du département. C'est l'aménagement, je l'ai dit aussi, naturellement. S'il y avait, par exemple, la construction d'une école maternelle dans le quartier, nous allons intervenir. Une crèche familiale, une médiathèque, nous intervenons également. C'est-à-dire que nous accompagnons
la revitalisation du quartier par effectivement le financement de ces équipements publics qui rentrent dans les vocations, je veux dire, du département. Mais je dirais aussi une chose, et vous l'avez rappelé tous les uns d'autres très justement, c'est à l'État, avouez qu'il appartient aujourd'hui de rendre, j'allais pratiquement dire, au bassin minier ce qu'il lui doit. Hein. Donc la somme que nous demandons, ça a été dit par Laurent Duporge, quand nous demandons, que nous réclamons, le coût des réalisations, c'est de 15 à 20 millions. 15 à 20 millions. Alors faites le calcul très rapidement, vous allez voir par le nombre de cités qu'il y a à rénover. Donc on peut dire que quand bien même on annoncerait aujourd'hui qu'il y a 100 millions, on ne peut considérer que ça n'est qu'un premier pas, puisque c'est bien plus qu'il faudrait pour réaliser naturellement l'ensemble de ces travaux sur ces cités minières. Voilà. En tout cas, le département n'est pas absent. Je l'ai annoncé il y a quelques mois déjà. Hein. Nous sommes présents par le biais de ce fonds d'innovation territoriale dédié à l'ex-bassin minier, comme il y a un fonds d'innovation territoriale dédié au littoral d'ailleurs. Et c'est à ce titre-là que nous allons intervenir, mais sur des compétences qui sont celles du département. Isaac, je vais demander la parole. Allez-y, monsieur Isaac. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Élu du canton d'Auchel, je vais vous faire un retour de terrain de la communauté d'agglomération Béthune-Breuer-Artois-Litz-Romaine. Il y a 3 cités sur le territoire de la Cabalère qui ont été sélectionnées pour faire l'objet de cette rénovation dans le cadre de l'ERBM. Cité du Nouveau Monde et Cité Anatole à Bruay-la-Bussière et la Cité de la Victoire à Houdain. Alors les études sont en cours pour Bruay. Monsieur le maire a d'ailleurs fait savoir en mars dernier son souhait de prioriser dans un premier temps les aménagements ou les interventions sur le quartier Nouveau Monde, plutôt pour 2023, et puis sans fixer de calendrier pour le quartier Anatole France, et je pense qu'il vient de l'exprimer, c'est un problème de financement, évidemment. À ce stade des études, monsieur le maire nous indiquait qu'on était à 17 millions, les services de la Cabalère m'ont même précisé 20 millions quasiment, pour Bruay. Concernant la Cité de la Victoire à Houdain, qui est le dossier le plus avancé, le coût est évalué à 13 millions hors taxes. Le plan est prévu sur la période 2022-2032. Alors le bailleur devrait démarrer ses travaux au 2e trimestre 2022 d'ailleurs pour réhabilitation de logements de la tranche 1, donc c'est sur le secteur de la rue Foch. Et notre agglomération a attribué dernièrement 786 000 € pour ce faire au bailleur, en l'occurrence pour la réhabilitation thermique et des façades des logements. Donc ça sera bien sûr la première des 3 tranches prévues. Un point sur l'intervention des services du département qui nous ont permis de formaliser l'engagement pris par le département en participant en particulier au comité de pilotage insertion. Il y a eu beaucoup de réunions de l'ensemble des acteurs locaux, de l'insertion, de l'emploi, en incluant évidemment les bailleurs pour organiser au mieux le repérage et le suivi des publics en insertion, tel que la vidéo a pu nous le décrire, donc sur chaque cité, au comité partenariat de la rénovation intégrée de la cité, qui réunit l'ensemble des partenaires de l'aménagement. Alors c'est le département et notamment Ingénierie 62 qui ont apporté leurs conseils sur le projet de restructuration de la fosse 7 d'Houdain, qui est un espace public situé au cœur de la cité Victoire. Et puis enfin, on l'a découvert juste avant, le département du Pas-de-Calais a aussi organisé et financé à 100% cette opération dite « Bâtissez votre emploi » sur la cité minière d'Houdain, qui a eu un bilan très positif. Alors pour l'avenir, nous avons et nous aurons bien sûr une attention toute particulière, pour ne pas dire des inquiétudes, sur cet acte 2, cette nouvelle programmation, vu l'immobilisme de l'État depuis 2 ans. Alors sur la Cabalère, le rapport Subilo avait classé 11 autres cités en liste complémentaire. Alors, on a commencé à travailler, et puis une concertation conduite auprès de nos communes. Cette Cabalère concernée me permet de vous dire qu'aujourd'hui, 5 communes souhaitent maintenir ou apparaître dans cette liste 2. C'est 10 cités minières. Ces communes sont Barlin, Calonne-Ricoire, Divion, Hersin-Coupigny et Marle-les-Mines. Il est vraiment nécessaire qu'il en soit tenu compte parce qu'effectivement, lorsqu'on voit l'état du parc, je pense qu'il n'y a pas trop photo. Parce qu'aujourd'hui, et en attendant, pour les habitants et les communes minières des cités minières, c'est quand même la double peine. C'est des logements inadaptés, de mauvaise qualité, et puis aujourd'hui, c'est des factures énergétiques explosives. C'est inacceptable. Alors pour résumer,
plusieurs enjeux pour les habitants et les communes de la Cabalère. D'abord, concernant les opérations de travaux des espaces publics qui sortiront en 2022-2023, donc Oudin et Breuet. Il s'agit, à mon sens, de faire confirmer par l'État son engagement financier. Et puis, évidemment, de demander aussi à la région, qui est en train d'y réfléchir ou de le réinterroger, de sanctuariser les crédits URBM et FEDER pour ces travaux-là. Il s'agit aussi, pour la période qui s'annonce, donc 2021-2027, d'une part, oui, de faire valider rapidement par le comité de pilotage région cette liste de communes qui seront retenues en liste 2, et puis de tout faire pour que ces futures opérations dites de rénovation intégrée soient financées à 80%, tel que l'a porté haut et fort le président Bavet, Alain Bavet, président du pôle métropolitain de l'Artois, parce que sans cela, nos communes seront incapables d'assumer seules le coût des nécessaires rénovations et transformations pour les habitants et pour qu'on puisse enfin bien vivre dans nos cités. Alors j'ai regardé un peu parce que le RBM, c'est pas seulement de la rénovation urbaine, mais c'est le gros du paquet, il est là. Et donc j'ai regardé avec un autre dispositif qui est géré par l'ANRU et qui est le PNRU. Et c'est fort intéressant parce que quand on regarde que sur le RBM, c'est 1,2 million d'habitants, 100 millions posés sur la table par l'État pour 23 000 logements, on peut regarder que dans le cadre du PNRU, ça concerne 4 millions d'habitants, 600 000 logements et 12 milliards. Quand vous faites un ratio assez simple, les 100 millions d'euros qui nous sont gentiment proposés sont particulièrement insuffisants parce que si on avait le même ratio, on serait déjà à 460 millions d'euros. Ouais. Donc, il me semble que... plus proche des besoins. Ouais, comment ? On serait plus proche des besoins. C'est ça. L'inégalité de traitement me semble flagrante, incompréhensible, condescendante et offensante au regard de ce que doit la nation au bassin minier. Merci pour votre attention. Exactement. Monsieur le maire. Oui, merci Monsieur le Président de me permettre de témoigner au nom de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et en ma qualité de maire de Budille-les-Mines, concerné effectivement par une des toutes premières opérations labellisées ERBM dans l'agglomération de Lens-Liévin, une opération quartier des Alouettes qui représente à peu près 130 logements que vous avez eu l'occasion, Monsieur le Président, de venir visiter il y a quelques mois. Mes chers collègues, notre vice-président en charge des enjeux métropolitains et du renouveau du bassin minier, Laurent Duporge, le rappelait dans son propos. N'oublions jamais que si nous nous sommes battus pour obtenir ce plan gouvernemental, que nous appelions d'ailleurs à l'époque l'ANRU bassin minier, si nous nous sommes battus pour ce plan, c'est tout d'abord pour améliorer le quotidien des habitantes et des habitants de nos cités minières. Pour celles et ceux qui attendent depuis trop longtemps de pouvoir vivre décemment dans un logement répondant aux normes de confort actuelles, qu'ils sont en droit de revendiquer ô combien légitimement, dans un beau logement, dans un beau quartier, dans un quartier agréable à vivre. Oui, c'est ce pourquoi nous nous sommes battus pour obtenir cet engagement national. Je pense aux seniors qui vivent effectivement dans des conditions de logement parfois peu ou pas adaptées à leur perte d'autonomie et qui bien souvent se contentent d'ailleurs de peu de choses, de peu de travaux dans leur logement. Et si nous nous sommes battus pour ce plan, c'est parce que nous connaissons les difficultés qui sont celles de nombre d'habitants de nos cités minières, les précarités qui les touchent, qui les enferment souvent dans une forme de déterminisme social et culturel. Comment s'en sortir dans un logement énergivore quand on paye une facture énergétique de plus en plus lourde, quand on vit dans un logement où on se fait parfois traiter de cassos? Oui, c'est pour cette raison que nous nous sommes battus pour redonner espoir aux habitants de nos cités et pour leur apporter des solutions concrètes à leurs problèmes, à leurs difficultés du quotidien. Et cela a été dit. Si nous nous sommes également battus, c'est pour accélérer le renouveau de notre bassin minier, pour rendre nos cités plus attractives, je dirais même plus désirables, pour que certaines cités ne soient plus effectivement des repoussoirs, mais véritablement des modèles de vie urbaine. C'est pour cette raison que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin s'est engagée financièrement dans ce vaste plan, en subventionnant notamment
les bailleurs sociaux au regard de différents critères, notamment la performance énergétique des logements. 29 cités sont concernées dans notre agglomération, dont 21 reprises en quartier politique de la ville. C'est dire les fragilités sociales que nous devons essayer de traiter. 5200 logements, dont la moitié sont étiquetés E, F ou G. C'est dire, là encore, les enjeux en matière de rénovation énergétique. 27 000 habitants, dont 35% d'inactifs, 70% des ménages qui ont des ressources en dessous de 60% des plafonds PLUS. C'est vous dire, là encore, les enjeux sociaux dans ces quartiers. À ce jour, 10 opérations sont engagées sur le premier triennal. Laurent Duporge les a citées dans 7 communes. 7 sont en cours de travaux. 3 font l'objet actuellement des études urbaines et sociales. Le retour d'expérience que nous pouvons faire est pour le moins contrasté. Il y a des satisfactions, et il faut le dire, il y a des points d'amélioration, mais il y a aussi et surtout, cela a déjà été dit, des déceptions qui nourrissent incontestablement notre mécontentement et même aujourd'hui notre colère. Au rang des satisfactions, mes chers collègues, les travaux réalisés dans les logements. Oui, les programmes de travaux qui sont réalisés sont de bonne facture et sont de bonne qualité. Oui, effectivement, je prends le cas de Bully-les-Mines, les logements n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient auparavant. Nous avons aujourd'hui des logements beaucoup plus agréables, avec des pièces de vie ouvertes, des pièces traversantes, des pièces beaucoup plus lumineuses et qui correspondent incontestablement à la demande d'une grande majorité des habitants de nos quartiers miniers. Et permettez-moi de souligner, parce que là aussi c'est un élément important pour beaucoup de nos concitoyens, la qualité des travaux qui sont réalisés dans les salles de bain. On sait combien c'est important et combien les salles de bain étaient souvent ignorées, oubliées dans les programmes de rénovation des cités minières. J'ajoute à cela, à ces travaux intérieurs, le retraitement des extérieurs. Et là encore, je me souviens des réunions préparatoires que nous avions avec Laurent Duporge à la Cale. Combien de fois nous avons dit « il ne faudra pas oublier le traitement des façades des logements miniers et ne pas oublier le traitement des jardins, les clôtures dans les jardins des logements miniers ». Combien de fois avons-nous vécu de belles rénovations de logements, mais malheureusement, le bailleur oubliait de retraiter les abords du logement. Bien souvent, c'est une forêt vierge et on disait aux locataires « ça, maintenant, c'est à vous de le faire ». Sans oublier, bien sûr, mes chers collègues, l'enjeu premier de la rénovation de ces logements, le volet thermique. Les premiers tests qui sont réalisés, qui ont été effectués, sont de ce point de vue plutôt rassurants et nous devrions largement atteindre, du moins dans le quartier des Alouettes, l'étiquette C, l'objectif de BBC Rénovation qui était affiché. Encore faudra-t-il, mes chers collègues, vérifier et mesurer que ces objectifs que nous affichons seront bien tenus. Si je dis cela, Monsieur le Président, c'est parce que cela fait à peu près 3 ans que je me bats avec les bailleurs sociaux pour qu'on ait une véritable méthode de façon à mesurer l'efficacité effectivement énergétique des logements qui ont été rénovés. Il y a, je l'ai dit, des points d'amélioration. Je reviens en premier point d'amélioration sur les travaux. Et là encore, j'ai envie de dire, comme dans la quasi-totalité des travaux de rénovation, nous sommes souvent confrontés à des malfaçons ou des travaux qui ne sont pas terminés. Là encore, c'est le fait du bailleur, mais c'est aussi souvent le fait des entreprises qui tardent à apporter des réponses à ces quelques malfaçons qui, nous le savons, crispent nos concitoyens et alimentent le mécontentement. Autre point d'amélioration, incontestablement, et là encore, nous le vivons souvent sur les opérations d'amélioration de l'habitat, l'accompagnement des clients, l'accompagnement des habitants. Oui, il y a encore incontestablement des progrès à faire dans ce domaine, qu'il s'agisse de Maisons et Cités, de SIA Habitat ou des autres bailleurs concernés. Oui, il est important d'informer l'occupant, le client, avant, pendant, après la phase de travaux et d'être réactif quand un client manifeste son mécontentement. Enfin, dernier point, dernière piste d'amélioration, la stratégie patrimoniale, la coordination entre ces opérations labellisées ERBM et les opérations de droit commun. Oui, il est important que les maires et que les agglomérations aient une vision globale de la stratégie qui est celle des bailleurs sociaux dans nos quartiers d'habitat minier. Il y a, je l'ai dit, des points de satisfaction et incontestablement, les collègues l'ont déjà évoqué, s'il est un volet dont nous pouvons être pleinement satisfaits, c'est celui de l'insertion professionnelle.
Un enjeu majeur quand on lance un programme aussi ambitieux que celui-là. Nous l'avons dit et redit, l'enjeu est effectivement que ces travaux, que ces chantiers, que ces créations d'emplois profitent aux habitants de nos communes, et je dirais même plus encore, aux habitants des quartiers concernés. Le moins que l'on puisse dire, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est que la dynamique fonctionne, et les chiffres qui ont été cités par notre collègue Laurent Duporge en témoignent. Sur les 7 chantiers lancés sur la communauté d'agglomération, plus de 150 000 heures ont été consacrées à des dispositifs d'insertion. Nous sommes bien au-delà des objectifs qui avaient été fixés. Permettez-moi de citer le quartier des Alouettes de Bully-les-Mines, 45 personnes, dont la moitié d'habitants de la commune de Bully-les-Mines disposent actuellement d'un contrat de travail grâce à ces dispositifs d'insertion par l'activité économique. Et si ça marche, c'est parce que nos services, effectivement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sont pleinement investis, les services du département, mais j'ai envie de dire aussi l'ensemble des acteurs de l'emploi et de l'insertion sont aujourd'hui mobilisés. Permettez-moi de citer 2 parcours, parce que c'est important pour nous élus, pour nous maires de communes minières. Quand je pense à Rodrigue, que vous aviez rencontré d'ailleurs, Monsieur le Président, qui habite ce quartier des Alouettes, qui était enfermé dans ce statut de bénéficiaire du RSA, eh bien aujourd'hui, grâce au dispositif d'insertion qui a été activé dans le cadre de ce chantier ERBM, il signera dans les prochains mois un CDD de 6 mois dans une entreprise de travaux publics. Et on espère bien sûr que ce CDD se prolongera en CDI. Je pense à Mathias, qui était en pleine situation de reconversion professionnelle, qui lui aussi était confronté à une situation de demande d'emploi. Grâce aux dispositifs d'accompagnement qui ont été activés, de découverte et de sensibilisation au métier des travaux publics, lui aussi est en capacité de signer dès le mois de janvier prochain un contrat dans une entreprise de travaux publics. Alors oui, il y a effectivement des satisfactions, mais vous l'avez dit, il y a un énorme point noir. Nous le savons bien, celui du volet concernant les aménagements urbains. Oui, le volet urbain est le parent pauvre de l'ERBM, complètement oublié par l'État. Nous en sommes pourtant toutes et tous convaincus. L'ERBM ne peut se cantonner au volet logement. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Si nous n'améliorons pas le cadre de vie de nos cités, le domaine public, nos équipements publics qui sont dans ces quartiers, nous ne relèverons pas le défi de la requalification et surtout de l'attractivité de nos cités minières. Et cela a été dit. À chaque fois que nous avons interpellé les services de l'État, les autorités de l'État, on nous renvoie systématiquement vers le droit commun, on nous renvoie vers le contrat de plan État-région. Cela commence à bien faire. Il est temps que nous ayons de vrais engagements de la part de l'État. Oui, la facture s'annonce lourde. Nous l'avons chiffrée, elle a depuis d'ailleurs été réactualisée. Notre collègue Anouk Breton l'évoquait. Sur la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, les premières enveloppes, les premières estimations s'équilibraient à hauteur de 350 millions d'euros. 100 millions pour ce qui relève des compétences de l'agglomération, les réseaux, l'assainissement, les ordures ménagères, mais également 250 millions pour le bloc communal, pour que les communes puissent effectivement rénover, requalifier les cités minières. Et là encore, le département est à nos côtés. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, Laurent Duporge a cité ces 2 opérations. Vous êtes à nos côtés concernant la rénovation du CHJ de Bully-les-Mines. Vous êtes aux côtés de la ville de Arnes concernant le projet de médiathèque. Moi, comme vous, mes chers collègues, j'avais cru comprendre qu'une opération intégrée, cela signifiait traiter le volet social, le volet environnemental, le volet économique, emploi et bien sûr le volet urbain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le compte n'y est pas. Mes chers collègues, nous voulions un ERBM bassin minier. Nous en avons quelques-unes des contraintes, nous en avons incontestablement la lourdeur, mais nous n'en avons certainement pas les moyens financiers. Notre collègue Ludovic vient de le signaler à l'instant, et encore moins l'ingénierie du portage des opérations de renouvellement urbain. Au contraire, mes chers collègues, je ressens une certaine méfiance et une certaine défiance de la part de l'État vis-à-vis des élus du bassin minier et vis-à-vis de leur capacité à faire. Alors que nous avons su à l'époque relever le défi de la consommation des crédits GIRSOM, souvenez-vous-en, abondé d'ailleurs à l'époque par le Conseil départemental du Pas-de-Calais qui était déjà à nos côtés.
Alors oui, mes chers collègues, si les communes, si notre département sont prêts à relever le défi de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, nous avons besoin d'un engagement fort de la part de l'État, un engagement financier à la hauteur du volet urbain de l'ERBM, un engagement financier adapté aux capacités financières des communes, parce que nous le savons bien, nous sommes dans des communes pauvres dont les capacités financières sont strictement limitées. Nous avons besoin de la confiance de l'État. Nous avons besoin effectivement que l'État s'engage enfin pleinement à nos côtés. Oui, c'est à ce prix, mes chers collègues, que nous réussirons le renouveau du bassin minier auquel nous aspirons tous. Parce que le bassin minier vaut bien la métropole marseillaise. Nous n'avons ni besoin d'une messe, ni de promesses. Nous avons besoin d'actes forts. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Madame Biosberg. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier mes collègues Ludovic Itzak et François Lemaire pour leur intervention. Et nous partageons bien sûr leurs attentes et leurs inquiétudes. Dans la continuité de vos propos, je souhaite rappeler que l'engagement pour le renouveau du bassin minier, c'est d'abord la volonté de 11 partenaires territoriaux qui ont à cœur de renouveler et de relancer ce beau territoire qui a tant œuvré lors de la révolution industrielle. Cet engagement pour le renouveau du bassin minier se concrétise aujourd'hui par la réhabilitation de logements sociaux qui offriront un cadre de vie aux habitants. 5 cités sur le territoire de la CAC ont été sélectionnées lors du comité de pilotage ERBM du 5 juin 2018 pour faire l'objet d'une rénovation dans le cadre de l'ERBM. Cité de la Parisienne à Drocourt, cité Declercq à Wagny, cité Crombé à Noyelles-Godault, cité Nouméa à Rouvroy et cité d'Arcy à Hénin-Beaumont. Pour rappel, la CAC coordonne l'organisation des comités de cités partenariaux ERBM sur son territoire. D'autre part, cet engagement pour le renouveau du bassin minier donne la possibilité pour des publics éloignés de l'emploi de se réinsérer sur le marché du travail. Le département du Pas-de-Calais a organisé et financé à 100% 2 opérations Bâtissez votre emploi sur les cités minières de Rouvroy et Wagny. Je vais vous donner un exemple concret avec le chantier qui a démarré cité Nouméa à Rouvroy. Plus de 700 heures d'insertion ont ainsi été réalisées, essentiellement par l'association Récuptri. Pour l'avenir, nous souhaitons bien sûr que l'État prenne pleinement sa place dans cet engagement. Cet engagement me semble essentiel pour redonner une nouvelle image des cités minières, pour redonner aussi l'envie de s'engager au plus proche de chez soi, pour redonner confiance aux habitants et une chance de réussite, tout en respectant la culture et l'histoire de ces lieux. Merci à tous. Merci, Madame Biosberg. Monsieur Tellier. Oui, Monsieur le Président, pour prendre part là où on en est dans le débat, donc je vais pas forcément revenir puisque je partage beaucoup ce qui a été dit par mes collègues et je dirais en tant que VP à l'insertion et au RSA, je peux être que satisfait de l'engagement du département sur cette question dans le cadre de l'ERBM, chose qui n'est pas facile puisqu'il a fallu aussi apprendre à travailler avec des entreprises privées. Il a fallu les convaincre, il a fallu les mettre autour d'une table, signer avec eux, inventer avec eux et ils ont répondu présent et nos services, et ça a été dit mais je tiens à le redire, nos services dans les territoires ont joué le jeu et ont répondu présent, comme à chaque fois quand il est question d'insertion ou de s'occuper du RSA. Je le disais tout à l'heure dans mes propos, mais je crois qu'on partage un objectif commun, c'est comment on accompagne les bénéficiaires du RSA. Donc moi, je crois que le département, à la question qui a été posée tout à l'heure, quel rôle peut avoir le département ou est-ce que le département, au-delà de l'insertion, peut intervenir? Le président a répondu sur l'aspect financier, mais comme il l'a fait dans la première étape de contractualisation avec les territoires où on a été accompagné sur des projets, le département répond toujours présent. Mais sur la question quel rôle peut jouer le département, moi je crois qu'il faut remettre la balle au centre et puis redonner les compétences à chacun et le rôle de chacun, quoi. Ici on a le débat, on l'a demandé, on l'a voulu tous, on l'a et il ne faut pas se tromper. Je pense que personne ne se trompe dans les propos, moi j'ai bien entendu. Ce n'est pas le département qui est fautif, c'est l'État qui oublie encore une fois de répondre à la situation de notre bassin minier, à la situation, généralement on pourrait parler du département du Pas-de-Calais, mais là, à la situation du bassin minier, et ça se demandait s'il ne nous donne pas des miettes. Tu parlais de Marseille tout à l'heure, je suis désolé, 10 millions, vous avez fait la démonstration, c'est des miettes, c'est une honte, on se fout de nous. 100 millions sur 10 ans, c'est loin de ce qu'a besoin de notre population. Quand on connaît l'histoire, quand on sait la situation sociale de notre bassin minier, de notre département, l'État se moque des habitants du Pas-de-Calais. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on aille plus loin. Et j'ai envie de dire, je sens bien qu'il
qu'il y a une position commune ici de l'ensemble des groupes de dire qu'il faut que l'État joue son rôle. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas qu'on sorte de cet hémicycle sans avoir décidé ensemble d'interpeller de façon commune notre président de la République. Je dis bien notre président de la République. J'ai entendu tout à l'heure qu'il risquait de venir dans notre département. Faisons-le très vite pour lui demander, lui dire d'abord notre colère en tant qu'élu. On parle des maires, on parle des agglos, on parle du département. Je crois que la région penserait la même chose, mais ici, on est à l'échelle départementale. Lui signaler l'urgence d'aider notre population. L'urgence, ça a été dit tout à l'heure, nos maisons, c'est des passoires énergétiques. Je ne vais pas revenir en arrière. Vous avez vu l'augmentation des coûts de l'énergie. Vous avez vu comment nos populations souffrent. Chaque maire pourrait témoigner du nombre de coupures, du nombre de... Heureusement que nos services sont là, heureusement que le département est là pour accompagner notre population, où la misère sera encore plus terrible. Donc moi, je crois qu'il faut leur dire notre colère commune, et puis surtout dire ça suffit, quoi. Il faut un respect de notre population. Il y en a marre, quel que soit le domaine, on ne nous respecte pas et on ne respecte pas notre population. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais proposer là où on en est dans le débat. Très bien résumé. Laurent Duporge, allez-y. Oui, Monsieur le Président, je suis ravi et très réjoui de ce débat qui a lieu au sein de cette Assemblée, qui montre encore la hauteur de vue qui est la sienne sur des sujets dont on a vu extrêmement importants pour un des territoires de ce département, qui est celui du bassin minier. Je ne vais pas répéter ce qui a été fort bien dit par l'ensemble de mes collègues. Je pense qu'il y a unanimité ici pour reconnaître qu'il y a finalement un seul absent. Ce n'est pas les collectivités, ce ne sont pas les bailleurs, ce ne sont pas les partenaires, c'est l'État. Et d'ailleurs, tout à l'heure, une de mes collègues signalait quelques retards qu'il y a eu à l'allumage. Mais les retards à l'allumage, je l'évoquais ce matin dans mon intervention, ils ont été dus à quoi? À cette volonté, vous savez, quand on nomme des délégués interministériels, quand l'État veut prendre les choses en main, tout de suite, c'est une sorte d'usine à gaz qui se monte. Et les premiers retards, ils ont été liés à ça. Et nous n'avons d'ailleurs eu de cesse, nous-mêmes, avec notre ingénierie, de rechercher le concret, d'aller tout de suite, effectivement, sur du pragmatisme et sur des réalisations. Et les retards, ils ont été là au départ. Bon, aujourd'hui, les choses ont démarré. Personnellement, et François Merle l'a dit, j'ai vu des choses tout à fait remarquables, Monsieur le Président, mes chers collègues. Les rénovations qui sont accomplies, les nouvelles, les premières étaient... Globalement, il y avait des choses à dire, mais celles qui sont entreprises aujourd'hui, je vous invite à aller les visiter d'ailleurs, aller voir un de ces logements. C'est lumineux parce qu'il y a effectivement des portes vitrées, des portes-fenêtres qui sont mises en place, il y a des fenêtres. Les pièces aujourd'hui sont complètement désossées, donc vous avez des grands logements. Bref, vous avez une qualité de vie dans ces logements retrouvée qui n'a jamais existé, et au-delà de cela, vous avez un gain effectivement de pouvoir d'achat extrêmement important. C'est de l'ordre quand même de 500 à 600 euros par an. Ce n'est pas rien. Voilà. Et donc, tout cela, on est au rendez-vous de cela. On parlait de gouvernance. Jamais il n'y a eu une telle unanimité sur ce territoire. Tout partenaire confondu. Quand je vois, par exemple, le travail qui est fait par le pôle métropolitain de l'Artois, sous la présidence d'Alain Bavin, ce qui est fait par la mission bassin minier sur le volet environnemental ou patrimonial, tout à fait remarquable. Il y a une unanimité, quelque part, de vue de l'ensemble des acteurs de ce territoire pour intervenir, pour faire en sorte que cette ERBM soit une réussite. Quand je vois la mobilisation des ingénieries des collectivités, des EPCI, tout à fait remarquable, au point d'ailleurs que nous finançons déjà, ce qui ne devrait pas être tout à fait le cas, une grande partie de ces études urbaines, sans que nous soyons d'ailleurs aidés là aussi par l'État. Il y a une forme d'injustice déjà qui se crée. Mais nous faisons le travail, vous l'avez souvent dit, on fait le boulot, Monsieur le Président. Mais nous avons besoin effectivement que le grand absent, qui s'appelle l'État, nous donne des garanties quelque part pour cette ERBM et des grandes garanties. Ce n'est pas quelques millions qu'il faut. Effectivement, on a donné les chiffres. Il faut effectivement un investissement conséquent de l'État. Je pense que l'ERBM devrait être aussi un enru minier, d'ailleurs, c'est indispensable parce que la requalification des espaces publics est indispensable parce qu'il faut remettre des services dans ces cités minières, bien évidemment. Il faut remettre aussi de la vie, tout simplement, du plaisir de s'y retrouver. Et je peux vous assurer qu'elles ont un atout considérable parce que c'est de l'habitat individuel, il y a un jardin, on y vit très bien lorsqu'effectivement tout cela a été rénové. Et, Monsieur le Président, il y a quand même une dernière chose sur laquelle aussi l'État devrait se préoccuper. C'est aussi la complémentarité entre bailleurs.
Et je pense en particulier, et je vois mon collègue, il est juste en face de moi, c'est Jean-Louis Cottigny, le Pas-de-Calais Habitat. Il y a nécessité aussi que du côté du collectif en particulier, qui parfois lui aussi souffre d'obsolescence, parce qu'il y a des travaux aussi de rénovation à entreprendre dans ce parc-là, il faut aussi qu'à côté de cela, l'État se préoccupe de cette complémentarité entre le parc minier et l'autre parc, car il ne faudrait pas que le parc minier devienne le parc vers lequel tout le monde veut aller et que l'autre parc accueille demain celui qui est celui dans le parc minier. Voilà, tout cela se voit avec une hauteur de vue dans sa globalité. Et ainsi, si nous faisons ainsi, Monsieur le Président, si l'État est au rendez-vous, et enfin sera-t-il au rendez-vous, car il ne l'a jamais été jusqu'à présent, je peux vous garantir effectivement que ces cités minières, ces villes minières, seront des havres de tranquillité, de sérénité, où l'on vivra d'une manière extrêmement agréable. Merci, Monsieur le Président, et merci, mes chers collègues, de la qualité de ce débat. Et je pense, comme mon collègue maire d'Avion, conseiller départemental d'Avion, qu'il faut faire passer un message fort à l'État. Et par votre voix, Monsieur le Président, je pense que ce message, effectivement, aura toute sa force. Merci, Monsieur Duponge. Écoutez, je vous propose, face à cette unanimité qui se dégage, et je dirais aussi cette attente, qui est plus qu'une attente, qui traduit parfois une forme d'injustice que l'on ressent vis-à-vis de ce territoire qui a tant donné, je dirais, à notre pays, je pense qu'on pourrait convenir d'une lettre commune, signée par tous les présidents de groupe, d'ailleurs, de cette Assemblée, auquel on pourrait joindre au Président de la République, je propose donc m'adresser au Président de la République, tout simplement le débat que nous avons tenu cet après-midi, pour qu'on puisse bien voir effectivement l'attente de nos populations, l'attente de nos territoires, et dire à quel point nous sommes, je veux dire, pressés d'obtenir une réponse, même si on entend quelques bruits disant, voilà, il y aura certainement une visite imminente dans le bassin minier. En tout cas, il faut que cette attente soit naturellement forte, qu'elle corresponde bien, je veux dire, aux besoins qui ont été exprimés, parce que quand j'entends aussi citer certains chiffres, nous sommes encore loin encore une fois, des chiffres nécessaires, des objectifs que nous devons atteindre pour rénover comme il se doit, je veux dire, nos cités. Donc voilà, je propose cette lettre au Président de la République, signée par les présidents de groupe, une lettre que je vous proposerai, que je mettrai votre signature, et auquel nous joindrons l'extrait, quand je dis l'extrait, la totalité des débats qui ont eu lieu cet après-midi sur le RBM.